Alors on va passer avec quelqu'un qui est un peu dans la même posture, tout en n'étant pas du tout l'entrepreneur, Franz Kafka. Et si je vous demande quelle est la plus grande invention qu'ait fait Kafka, diffusée dans le monde entier, pour qui il a eu la médaille d'or mondiale de la meilleure innovation. Oui, Pierre, tu sais déjà. Ça vous dit rien. Et c'est ça qui est terrible. C'est pas, j'ai rien contre vous. C'est qu'on sépare les études littéraires de la réalité du monde. Alors, Kafka, innovateur par nécessité. Alors voilà une de ses phrases. En croyant passionnément en quelque chose qui n'existe pas encore, on le crée. L'inexistant est quelque chose que l'on n'a pas suffisamment désiré, me dit Franz Kafka. Alors, la relation de Kafka à son métier. Alors, Kafka, il est juriste. Il fait son stage chez Generali, et après, il va être embauché par une organisation qui regroupe toutes les sociétés d'assurance et qui travaille sur les accidents du travail pour réduire les accidents du travail. Pour toute la République tchèque et au-delà. Donc lui, son métier, toute sa vie, ça va être de recevoir tous les jours des dossiers d'accidents du travail graves. Des gens qui sont tombés dans des hachoirs industriels, des gens qui sont tombés dans des trucs, des gens qui ont coupé leurs pieds, des gens écrasés tous les jours. Bon. Pour vous donner, il dit, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Donc très impliqué dans la fonction de responsable de l'analyse de la réduction des accidents du travail, où il fait une œuvre très innovante, très appréciée, mondialement reconnue, mais les gens souvent ne font pas le lien. Moi, une fois, j'avais fait un séminaire chez Bouygues, et il nous dit, oui, mais la plupart, c'est des procédures Kafka. J'ai dit, c'est marrant, il a le même nom que lui. Il dit, non, c'est lui. Bon, donc... Alors, en plus, son père, qui le traite très mal, possède des grands magasins de Prague et lui demande de faire toute la compta et le droit, plus une usine qui fait des produits, déjà, vous savez ce qui peut donner le cancer, là, les petites fibres d'amiante. Et il mourra d'ailleurs de la tuberculose, on pense que c'est lié. Et donc, il fait aussi le boulot. On dit, j'ai un fils, il est juriste, je ne vais pas le payer, il peut faire tous les trucs juridiques pour l'entreprise, pour le magasin, et en plus, il a déjà son boulot, et la nuit, il écrit. C'est son point commun avec Balzac. Alors, il a l'interface de mondes différents, c'est pour ça que c'est un grand... Entre les hommes et les machines, on va voir, il y a les machines qui déchiquetent les hommes tous les jours. Entre réalité et fiction, puisqu'il écrit la réalité, entre deux époques, entre deux bureaucraties, entre deux peuples et deux langues, la République tchèque va se retrouver au milieu de le pire, entre le droit et la technique, lui, il est juriste de métier. Entre le monde ouvrier et le monde bourgeois, il a une famille bourgeoise, il travaille sur les accidents des ouvriers. Entre sa famille qu'il rejette et son monde social, entre son père et lui. Il n'a pas d'ambition, pas du tout d'enthousiasme balzacien. Il est discret, modeste, conscient des limites de l'homme face aux machines oppressantes et au système politique, ou de domaine inconnu. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Dans cette organisation, je ne vous le dis pas en allemand, c'est trop compliqué à lire, mais c'est l'institution d'assurance pour les accidents des travailleurs. Il adore son métier. Il mettra son métier au-dessus de tout. Alors souvent, quand vous faites une analyse purement littéraire, les gens disent « mais c'était son métier alimentaire ». Ce qui se dit en allemand... Brotberuf, mais ça ne veut pas dire, c'est un métier alimentaire de dire je fais ça en attendant, parce que non, c'est ce qui me fait vivre et c'est ma raison d'être. Et donc pour lui, ça passait au-dessus de son œuvre. C'est-à-dire que tous les jours, il essayait de régler les problèmes des gens qui allaient se casser la gueule. Et par ailleurs, il écrivait, mais pour lui, c'était de l'humour. Pour lui, il a toujours écrit de l'humour. Humour noir, certes, mais humour. Alors, il se rend dans beaucoup d'usines, il va sur le terrain, il participe à des nombreux congrès internationaux sur les normes de sécurité. Il devient un des spécialistes les plus reconnus en Europe et dans le monde. Il voyage dans les grandes capitales européennes. Il est expert dans les dossiers d'indemnisation des accidents parce qu'il est reconnu comme un sage, humaniste. Alors lui, il fait des rapports, il est tout le temps là-dessus. Alors il a fait des avancées absolues dans la sécurité au travail. Tout le concept de sécurité passive, par exemple, vient essentiellement de Kafka. Il dit on ne tient pas compte du fait que la cause majeure des accidents dans le secteur de la construction, dans les secteurs connexes, résulte des changements rapides et fréquents. Le lendemain, ce n'est pas le même chantier. Des circonstances du travail, c'est la période pendant laquelle le travailleur devrait pouvoir s'adapter aux nouvelles conditions qui constituent le moment le plus périlleux. Et donc, il faut mettre des choses en place. Alors, ça, c'est extrait de documents, de dessins de lui, des centaines de dessins, et regarde les doigts qui sont généralement coupés. Pourquoi plutôt celui-là plutôt qu'un autre? Les mains, les pieds, tout, c'est son... Et lui, il fait du problem solving, il essaie de réduire la casse, puisque tous les jours, vous apprenez que des gens sont tombés dans des trucs, etc. Et par exemple, c'est lui qui invente le principe pour un massicot, si vous avez peut-être un massicot, des gens, ils poussent le papier jusqu'à un moment, ils se coupent les doigts. Et là, maintenant, dans tous les massicots de la Terre, vous devez avoir vos deux mains pour mettre en route le massicot. Il est impossible d'avoir une main en dessous, puisqu'il faut deux endroits que vous ne pouvez pas faire d'une seule main. Vous êtes sûr que les mains sont à part. C'est ce qu'on appelle la sécurité passive. On pourrait dire, mais fais attention. On dit, mais les gens ne font pas toujours attention, donc il faut que l'accident ne soit pas possible.
qui ne soit pas possible par définition, et donc par organisation. Mais il n'est pas ingénieur. Il dit, mais je ne sais pas quel ingénieur a fait ça. Donc, moi, je récupère, je mets un système, mais pourquoi les ingénieurs sont aussi mauvais quand ils font des choses qui sont en interface avec les gens? Alors il dit, vous n'avez pas d'idée, comme je suis occupé dans mes districts, parce qu'en plus de mes autres travaux, les personnes tombent des échafaudages dans des machines comme si elles étaient ivres. Tous les madriers sont en déséquilibre, tous les remblais s'écroulent, toutes les échelles glissent, tout ce qui est en hauteur tombe, puisque lui, il n'a que les accidents. Tout ce qui est au sol, faire croche-pied. Et il projette, typiquement lui, il imagine qu'en Chine, les jeunes filles dans les usines chinoises se jettent au bas des escaliers avec des montagnes de vaisselle dans les mains. Enfin, il ne voit que des accidents partout. Relisez Kafka, vous comprendrez que tous les jours, quand vous coltinez ça, ça vous mène à mettre des machines qui déchiquetent les personnes. Il est fasciné par les machines et leur côté implacable. Docteur en droit spécialiste dans la prévention et le traitement des accidents, il les aborde par leur dimension dangereuse. Il regrette de ne pas être ingénieur, au moins mécanicien, pour mieux les maîtriser et les définir. Son approche au travail est très pragmatique. Gestion du retour d'expérience, pourquoi on meurt, et on essaie d'éliminer le phénomène. Il débouche sur des principes et des systèmes très efficaces, précurseurs de la sécurité passive. Introduction, mise en œuvre de machines coupantes, par exemple, et beaucoup d'autres. Et puis, son grand coup absolu, c'est l'invention du casque de chantier, qui est obligatoire sur tous les chantiers de la Terre depuis qu'il a été créé, pour lequel il obtient la médaille d'or de la sécurité du travail partout dans le monde, comme étant... Et vous savez, ça peut donner un coup de marteau, pourquoi ça répartit bien sur la tête de telle sorte qu'il n'y ait pas le choc. Qui est la grande, immense innovation de Kafka. Et donc, quand vous dites, vous avez des gens de chantier, vous dites, mais c'est qui a créé le chantier? Ils vous disent Kafka, les spécifiques de Kafka, ça va pas. C'est comme on voit que nous, la littérature et la technique, c'est deux mondes qui ne se rencontrent pratiquement jamais. Alors, il est récompensé en Europe, aux États-Unis, médaille d'or de l'American Safety. On estime à plusieurs dizaines de milliers de gens qui ne sont pas morts d'un choc sur la tête grâce alors, remarquable efficacité dans les mines de Bohême, dont 13... Alors, il y avait une légende aux États-Unis. Heureusement, Peter Drucker, je ne précise pas plus que ça, parce qu'il pique les données de tous les autres, il a reconnu que le fait qu'effectivement, parce qu'il y avait une légende aux États-Unis que c'était le chef de chantier du Golden Gate qui avait inventé le casque de chantier. C'est faux, il a acheté un stock de casques à l'armée, mais qui n'était pas comme ça, et qui donnait une résonance. Finalement, les gens mouraient aussi autant que là. Et donc, au moins dans le bouquin de Peter Drucker, Managing the Next Society, sur l'innovation, voilà, il dit, reconnaissons quand même, c'est Kafka qui a inventé le casque de chantier, ça s'est fait en Europe bien avant Golden Gate, parce que le patron, effectivement, du chantier Golden Gate a reçu un boulon sur la tête, figurez-vous, comme c'est haut le Golden Gate, bon, il s'en est sorti, mais pas plus que ça, et donc ils avaient pris des casques de l'armée qui n'avaient rien à voir. Donc là, vous avez quelqu'un qui va en fait innover énormément au service de la société, bien que n'étant pas ingénieur, qui n'est pas technicien. Il a un lieu d'observation des choses, il a un recul sur la vie, sur la société. Je ne parle même pas de son œuvre littéraire, mais le procès, c'est un chef-d'œuvre. Alors, sachez qu'il n'a jamais... Enfin, il a eu un procès pour rupture de fiançailles. Bon, c'est pas grave. La semaine d'avant, il dit qu'il ne va pas se fiancer. Du coup, la famille, en face, on a loué un logement pour vous, on le condamne à rembourser la caution du loyer. Bon, vous voyez, c'est pas grave comme point. Mais lui, il aime bien fantasmer quand il est dans le tribunal. Et si derrière la porte, il y a un mec qui est en train de se faire tabasser, bon, il va projeter quelque chose qui est une œuvre d'humour noir. Bon, Umberto Eco le sait. Il dit, mais comme on a personne, mais comme après il y a la guerre et tout, on dit, mais c'est sûr que c'est de l'humour, c'est quand même noir. Ben, et lui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'était son métier. Alors, donc voilà, il faut lire Kafka par ailleurs, hein, c'est des œuvres ouvertes. Umberto Eco l'a défini comme la marque même de l'œuvre moderne. Nous sortons de notre lecture un sentiment d'admiration mitigé d'effroi. Ben oui, mais c'était son monde au quotidien. Des mots essentiels sur notre condition étaient écrits, nous restons jamais en souffrance d'une explication. Hein, il nous laisse face à nous-mêmes, donc je passe. Il faut lire, et notamment son dernier bouquin, America, qui est sur un peu l'avenir, qui est visionnaire, si vous voulez. Alors je mets quelques citations de Kafka. Un juriste est une personne qui écrit des documents de 10 000 mots et appelle ça des briefs. Bon, hein. Alors il dit croire dans le progrès ne veut pas dire croire dans tous les progrès réalisés jusqu'alors, parce qu'il n'y a pas toujours progrès. Hein. Celui qui sait voir la beauté ne vieillira jamais, dit-il. Hein. Et puis alors il a un détachement de la vie qui est, par exemple, il faut lire ses carnets. Hein. Par exemple, 2 juin 14, c'est écrit « L'Allemagne déclare la guerre à la Russie, après-midi piscine ». Ça reste un des symboles de la coolitude face à l'évolution du monde, par exemple. Hein, je vous le mets parce que c'est dans son journal. Hein. Donc voilà, vous voyez une personne qui se trouve... S'il n'avait pas eu sa dimension d'observation littéraire et tout, on ne pense pas qu'il aurait fait la même chose, si vous voulez. Et comment est-ce qu'on peut ne pas connaître l'œuvre de Kafka parce qu'on va dire « Ah non, mais on ne s'intéresse pas à son boulot, il faisait ça pour payer ses... » Non, il était d'une grande famille bourgeoise, il peut faire autre chose, il était tué de travail, par exemple. Alors on va aller voir quelqu'un d'autre, tout à fait différent, Lewis Carroll. Le génie de l'imaginaire, de la logique et du non-sens.
Alors il vous dit, je ne suis pas fou, ma réalité est juste différente de la vôtre. Même si la vie n'a pas de sens, qu'est-ce qui vous empêche de lui en inventer un, dit-il. Bon. Alors Lewis Carroll, c'est une personnalité très très particulière. C'est un immense mathématicien, son œuvre sera reconnue plutôt après sa mort parce qu'il publiait peu. Et un immense logicien. Et puis par ailleurs, il va écrire des livres révolutionnaires qui sont le bréviaire de tous les innovateurs. Alors lui, il sépare dans sa vie totalement les deux personnages. Celui qui écrit, je vous mets une liste d'articles scientifiques de niveau mondial, il s'appelle Charles Ludwig Doxton, logicien, mathématicien. Et puis, il y a un autre bonhomme qui s'appelle Lewis Carroll. Alors, comment il est arrivé à Lewis Carroll? Ludwig, c'est Ludwig, Ludovic, Louis, Lewis. Hein, voilà. Charles, Carolus, Carroll. Il jouera tout le temps avec les mots. On va voir, il a créé les mots valises. Si, au collège où il enseigne, il arrive quelque chose, un courrier au nom de Lewis Carroll, il a demandé qu'il soit revoyé en disant « n'habite pas où ce truc inconnu ». On ne le merde pas dans un endroit par rapport à l'autre. Et il semble qu'il y ait eu 2-3 autres identités pour d'autres choses, comme photographe et autres, à regarder de près. Et donc, séparation totale entre son activité de scientifique et son activité d'écrivain pour les enfants. On dit, mais c'est pas Lewis... Ah non, non, pas du tout. Adressez-vous ailleurs. Enfin, c'est pas cette partie-là de moi, donc je ne veux même pas en entendre parler. Donc, voilà. Original comme posture. Alors, il a écrit 4 choses exceptionnelles. Il faut savoir que les plus grands scientifiques, c'est considéré encore comme des œuvres absolues en termes d'innovation, parce que Alice au Pays des Merveilles, vous pouvez en faire 5 lectures différentes, purement de logique, purement mathématique, purement... Enfin, c'est quelque chose qui reste des fondamentaux. Alice au Pays des Merveilles, illustré par le caricature, réédité tout le temps, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de l'humanité. De l'autre côté du miroir, hein, qui est aussi, pareil, un succès phénoménal qui aborde d'autres aspects de la logique, je ne vais pas le faire. La chasse aux snarks, connue une gloire pratiquement équivalente, et en plus, la dernière œuvre, Sylvie et Bruno, est remarquable. Alors, il est écrit à partir du dernier vers en remontant jusqu'au premier. Mais c'est un logicien qui a été capable de partir de la dernière ligne pour remonter jusqu'à la première. Bon, et ça reste quelque chose d'exceptionnel. Donc vous le voyez ici, quelqu'un de modeste, discret. En fait, contrairement à Balzac, il accumule une fortune considérable, tout en étant professeur dans un collège pour gamines, enfin, discret. Et maintenant, il y a eu des bouquins sur ça, il va essentiellement avoir des œuvres, mais personne ne doit savoir lesquelles ou quoi. Proche un peu comme à la Renaissance, si on donne, on le fait anonymement. Hein, sinon, c'est pour se mettre en valeur. Et il dessinait aussi, vous voyez, c'est l'illustration de ses premiers bouquins. Voilà, il y a un bouquin sur ses contes. Alors, Balzac aurait rêvé d'être Lewis Carroll, mais on a un chien, comment lui est arrivé, le premier coup que lui n'est pas arrivé, mais bon. Et vous voyez, son bureau est très très simple, quelqu'un qui vit d'une simplicité biblique toute sa vie. Alors, il crée plein de choses, beaucoup de jeux. Par exemple, vous connaissez ça, c'est lui qui a fait le premier. Hein, vous allez retrouver pour aller à un autre endroit. Beaucoup de choses logiques, des rébus, tout ça. Beaucoup de jeux. Hein, je passe. Il joue avec les mots, il joue avec les choses. Logique. Alors, énormément de jeux de logique ont été créés par Lewis Carroll. Si vous avez un gamin qui joue avec sa DS, sachez que à peu près la moitié des jeux qu'il a, ça vient de Lewis Carroll. Logicien hors pair. Alors, apport scientifique sera connu surtout après sa mort, par Bertrand Russell, par les plus grands. Hein. Alors, ces travaux de logique qui vous donnent tout un tas de jeux de logique. Hein. Lewis Carroll, des jeux d'échecs différents, enfin, je ne rentre pas dans les détails. Et aujourd'hui encore, beaucoup de jeux que vous avez disponibles sur DS3, sur tout ça, sont des jeux qui ont été conçus par Lewis Carroll. Hein, aux États-Unis, vous avez un jeu I Love Lewis Carroll parce qu'il est affiché comme étant l'auteur, si vous voulez, des jeux, mais il était au début de beaucoup de jeux de logique. C'est un grand logicien, c'est un des plus grands logiciens que j'ai jamais vu. Alors, il est un inventeur né. Dès son enfance, il invente des jouets pour ses frères et sœurs, et toute sa vie, il est fasciné par le progrès de la science et de la technologie, un peu à la Balzac. Il se tient au courant de tout, il va tout voir, il achète tout ce qui est nouveau. Passionné des techniques nouvelles dont il est early adopter, si vous voulez. Hein. Il achète tout ce qui sort, photographie, phonographe, vélo, stylo, polycopieuse, éclairage au gaz. Et dès qu'il l'a, il va l'améliorer parce que lui, il est logicien. Il dit, c'est bien, mais on peut faire mieux. C'est pas tout à fait logique. Donc il corrige tout le temps ce qu'il reçoit. Mais au point que c'est maladif. Les gens hésitent à lui dire, tiens, on va avoir un nouveau système de chauffage au collège. Parce qu'immédiatement, il va dire, oui, on pourrait peut-être, ça chauffera un peu plus, on gagnera sur les réseaux. Enfin, il est amélioreur. Alors, il est dans le mouvement progressiste de la seconde partie du XIXe siècle. Les innovations doivent rendre la vie plus confortable. Hein, alors, sa lecture, l'ébullition de son imagination,
Tous les grands scientifiques ont Alice au Pays des Merveilles et ces 4 autres bouquins. Je vous dis, il faut apprendre à le lire aussi comme un adulte. Alors il a un grand plaisir à inventer, il trouve tout le temps des choses nouvelles. Pour lui, une bonne journée commence par une découverte, une invention. Il dit, voyez, matinée riche en inventions. Après mon réveil et avant d'avoir fini de m'habiller, j'avais mis au point une formule nouvelle bien plus rigoureuse pour appliquer mes règles en ce qui concerne les divisions par un diviseur supérieur à 12. Bon, voilà. Alors, parmi ces multiples inventions, alors je vous aller, il y en a plus d'une centaine, dont beaucoup sont encore en actualité. Planta pour éviter la bousculade des invités, méthode pour se raser sans savon, pour écrire dans le noir, le typographe, puis le nyctographe, règle pour trouver le jour de la semaine, n'importe quel jour. Ça donnait, vous savez, le calendrier perpétuel, ça vient de lui. Amélioration d'une alternative au vélocipède, le vélocimane, nouvelle façon d'emballer les colis, nouvelle organisation des stations de taxi, des flux de voitures, simplification des mandats postaux, qui est toujours en service, impression verticale des titres des ouvrages sur le dos de la reliure. Ça, c'est lui, parce que c'était tout petit, vous savez. Et après, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, c'est à droite, à gauche, et c'est dans une librairie, après, vous avez mal au cou, parce que c'est écrit en gros d'un côté ou de l'autre. Il aurait voulu régler ça, ça n'a pas été réglé. Il a inventé la jaquette autour d'un livre pour qu'il soit plus beau au moment où on l'achète, que la couverture qui, elle, doit être rigide, elle ne peut pas être belle. Par exemple, autour des ouvrages. Encollage des enveloppes, que vous avez aujourd'hui, plutôt que la cire à cacheter, qui était quand même un peu lourde, donc il suffisait de mouiller et ça collait. Un papier gommé à 2 faces, nouvelle façon de plier les cartes sous forme d'un petit livre, c'est toutes les cartes sont pliées comme ça vient de lui, plutôt que d'avoir un truc qui vous enrouliez. Voilà. Album pour collectionner les timbres, toujours édité à Oxford, multiples de jeux, etc. Il est à flux continu, si vous voulez, pour ce point. Alors, vous voyez, comme il est addictif à la techno, passer la soirée, essayer un stylo électrique acheté chez Parker et reçu le nouveau porte-plume américain, le stylographe, avec lequel j'écris ces lignes. Je suis allé à l'exposition où se trouve le phonographe d'Edison, ça a coup sûr une invention merveilleuse. Je suis retourné écouter le phonogramme après la conférence. Quel dommage, nous n'avons pas avancé de 50 ans dans l'histoire du monde pour voir cette invention merveilleuse sous sa forme achevée. Elle fait à présent ses premiers pas, c'est la nouvelle merveille du jour, comme la photographie en 1830. Bon. Donc il se jette sur toutes les nouvelles techniques, il devient un très grand photographe, reconnu, il fait des photos, surtout aussi les paysages, les statues, et aussi les gamines qu'il aimait bien photographier du collège où il était. Alors, je passe sur le point, à la fois, il y a la grandeur de Lewis Carroll, c'est qu'il est à la fois dans le féerique total, dans ce qu'on appelle l'imagination ébouriffante de l'enfance, tout en gardant une approche logique et des niveaux de lecture différents. Je ne rentre pas dans le détail, tout le temps il prend le contre-pied, c'est-à-dire qu'il laisse le lecteur espérer une explication logique, puis très heureusement il trompe de ses habitudes pour le faire venir ailleurs. Tous les grands mathématiciens que je connais ont Alice au Pays des Merveilles, parce que ce n'est pas qu'un bouquin pour les enfants. Aussi, La chasse au snark, une des meilleures réussites en vente de Carroll, une des œuvres capitales. Donc voilà, il faut relire Lewis Carroll pour comprendre l'ampleur de ce que ça a donné, je ne le redéveloppe pas là. Et ces ouvrages, notamment Alice au Pays des Merveilles, plus encore de l'autre côté du miroir, sont des ouvrages de référence absolue en innovation. Parce qu'elles permettent de passer de toutes les dimensions possibles à un moment donné. Alors, une de ces inventions qui a marqué tout, et vous n'en rend pas compte, c'est ce qu'on appelle les mots valises. C'est-à-dire que lui, il trouvait que les mots étaient inutilement longs. Au lieu de parler de la nouvelle... Alors, lui, il n'a pas connu Reagan, la nouvelle politique économique de Reagan, il suffit qu'on mette les 2 points l'un à côté, Reaganomics, je prends le début et je mets la fin. Donc, c'est lui qui va inventer ça. Au niveau de compacter, en fait, 2 mots pour faire un mot nouveau. Par exemple, dans Alice au Pays de Merveilles, il y a slicty, contraction de little stick, qui veut, dans l'édition française, c'est sliptueux. Voilà, c'est souple, actif et onctueux. Bon, on essaie de faire... Alors, les mots valises étaient poétiques, mais ils sont devenus très utilitaires. Aux États-Unis, il n'y a plus que ça. Néologisme composé par des copiages de 2 ou 3 plusieurs mots. Progiciel, professionnel et logiciel, Reaganomics, politique, modem, modulateur des modulateurs, informatique, information automatique, Brexit, Britain, exit. Sur ce principe, Alphonse Allais a créé céphalophthalmique, c'est-à-dire qui coûte les yeux de la tête. Bon. Donc voilà, lui il a dit, c'est compact, c'est efficace, c'est un mot qui correspond exactement au sujet, ça vient de... Vous voyez l'ampleur du logicien. Que vous avez là. Un maître du non-sens, en plus, l'humour passe sans rire, univers absurde, pourtant réel, et pourtant logique, hyper logique. Ça fascine les enfants, évidemment, mais aussi les psychanalystes, les mathématiciens, les astrophysiciens, les grands physiciens, les philosophes et autres. Pourtant, à la fin de sa vie, il a un sentiment de frustration. Il a fait tout ce qu'il voulait faire, il aurait pu faire autre chose, il aurait pu être plus connu comme mathématicien, mais il était à l'aise entre ces différentes logiques et ce qu'il faisait pour les enfants.
Mais enfin, il parle d'une tragédie de la frustration et de l'échec. Illusion perdue, mais enfin, il a choisi ce qu'il a fait. André Breton, pour lui, c'est le premier maître de l'école buissonnière, tous ceux qui veulent garder le sens de la révolte. Donc, lecture Lewis Carroll, c'est un plaisir toujours renouvelé. L'innovateur, il trouve une source d'inspiration, une motivation à ne jamais épartir de l'imagination ébouriffante de l'enfance. Des grands scientifiques disent que c'est là qu'ils ont débloqué des approches qu'ils avaient. Voilà, l'imagination ébouriffante de l'enfance, par ailleurs, qu'il ne fallait pas perdre. Ce qui est un peu contradictoire a priori avec un logicien absolu, froidement déterminé en logique. Ce qu'on pourrait croire. Et non, il a réussi à joindre les deux dans des textes qui sont lus par tous les enfants de la Terre depuis et qui sont lus par les plus grands logiciens ou analystes ou mathématiciens.